Paris, 1886. Dans les couloirs du ministère de la Guerre, une simple découverte scientifique vient d'anéantir l'arsenal d'une armée entière sans tirer un seul coup de feu. Le chimiste Paul Vieille vient d'inventer la poudre B, la première poudre sans fumée. Du jour au lendemain, plus de 2 millions de fusils faux gras, le modèle 1874, deviennent technologiquement obsolètes avant même d'avoir affronté l'Empire allemand. Ces armes n'étaient-elles pourtant pas défectueuses. Elles représentaient le sommet de la capacité industrielle des manufactures de Saint-Étienne, de Châtellerault et de Tulle. Pendant 12 ans, le fusil gras a incarné le réarmement massif de la Troisième République, forgeant le rêve de la revanche après la tragédie de 1870. L'État français avait mobilisé des milliers d'ouvriers pour construire ce rempart d'acier. La mécanique fonctionnait encore parfaitement, mais l'époque venait d'avancer sans elle. Le gras n'a pas été vaincu par une arme ennemie, mais par la chimie. Pourtant, la véritable histoire de ce fusil ne se résume pas à cette chute brutale. C'est d'abord l'histoire d'un sauvetage industriel sans précédent. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée, la police, la chasse et la mémoire nationale. Et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire du fusil gras ne commence pas par la nostalgie de ces usines, mais par une urgence absolue, dans les couloirs du ministère de la Guerre, à l'hiver 1871. Pour comprendre l'urgence qui a fait naître le fusil gras, il ne faut pas regarder une planche à dessin, mais les caisses de l'État français à l'hiver 1871. La guerre franco-prussienne vient de s'achever sur un désastre militaire et politique absolu. L'Empire s'est effondré, l'Alsace et la Moselle sont perdues, et la nouvelle Troisième République doit payer une indemnité de guerre écrasante de 5 milliards de francs à l'Empire allemand nouvellement unifié. Dans ce climat de ruine financière, l'armée française fait face à une crise d'équipement d'une ampleur inédite. Le fusil réglementaire de l'époque, le Chassepot modèle 1866, avait pourtant prouvé sa supériorité balistique sur les champs de bataille, mais il souffrait d'une faiblesse fatale que l'hiver et la boue avaient cruellement révélée: sa munition. Le Chassepot utilisait une cartouche en papier. L'étui combustible contenait la poudre et la balle, mais il était fragile, sensible à l'humidité, et laissait échapper des gaz brûlants vers le visage du tireur après des tirs répétés. L'encrassement devenait un cauchemar logistique et humain pour les fantassins dans le froid. Au même moment, de l'autre côté de la nouvelle frontière, l'Allemagne adopte le Mauser modèle 1871. Ce fusil allemand tire une cartouche métallique en laiton, scellant parfaitement la chambre au moment du tir et résolvant définitivement le problème des fuites de gaz. Le contraste central est posé. Le ministère de la Guerre français sait que le Chassepot est techniquement condamné, mais le pays n'a ni le temps ni l'argent pour concevoir et produire un tout nouveau système d'armes. Le problème n'était pas seulement de dessiner un nouveau fusil, le problème était l'infrastructure colossale qui devait le fabriquer. Les grandes manufactures d'État, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, celle de Châtellerault et celle de Tulle, étaient entièrement équipées et calibrées pour usiner les canons du Chassepot au calibre de 11 mm. Remplacer cet outillage industriel, changer les gabarits, réécrire les manuels d'inspection et reformer des milliers d'ouvriers aurait pris une décennie et coûté des millions de francs que la France ne possédait pas. Le pays avait désespérément besoin d'une arme moderne, mais son industrie avait tout aussi besoin d'une arme qui ne détruirait pas ses chaînes de montage existantes. La France se trouvait piégée entre l'urgence doctrinale d'égaler l'Allemagne et la rigidité inévitable de son propre appareil de production. C'est dans ce couloir administratif et budgétaire très étroit qu'intervient le capitaine Basile Gras, membre de la commission d'expérience de Vincennes. En 1873, cet officier d'artillerie ne propose pas une révolution mécanique aveugle. Il propose un sauvetage industriel. Basile Gras comprend que pour que l'armée accepte une nouvelle arme rapidement, il faut séduire le ministère des Finances. Son idée est d'une brutalité pragmatique. Il faut conserver le maximum de pièces du fusil Chassepot pour ne pas bouleverser les manufactures. Le canon, le long tube d'acier par lequel le projectile se déplace, restera le même. Les rayures, ces rainures internes qui stabilisent la trajectoire de la balle, resteront identiques. La crosse, la lourde pièce de bois tenue contre l'épaule du fantassin, ne changera presque pas.
L'intervention du capitaine Gras se concentre uniquement sur le mécanisme central. Il modifie le boîtier de culasse et redessine entièrement la culasse, la pièce mobile qui ferme l'arrière de la chambre avant le tir, pour qu'elle puisse accepter et extraire une cartouche métallique en laiton de 11,5 mm. En remplaçant simplement ce cœur mécanique, Gras permet à l'armée française de passer de l'ère du papier à l'ère du métal, sans avoir à jeter les millions de canons déjà produits ou en cours de fabrication. C'est une transition forgée dans la contrainte. L'arme perd peut-être en innovation pure, mais elle gagne sur le terrain crucial de la faisabilité industrielle. Le 7 juillet 1874, après des essais concluants au camp de Châlons, le ministère de la Guerre adopte officiellement la création du capitaine Gras sous le nom de fusil d'infanterie modèle 1874. La nouvelle cartouche métallique résout les problèmes d'étanchéité, augmente la fiabilité sous la pluie et rassure une armée encore traumatisée par les défaillances logistiques de 1870. Dans les bureaux parisiens, les rapports d'adoption ne célèbrent pas seulement les qualités balistiques de la balle. Ils célèbrent une victoire du budget. Le système Gras permet non seulement de fabriquer de nouveaux fusils neufs à moindre coût, mais il offre une opportunité inespérée. La conversion des centaines de milliers de fusils chasse-peau existants en fusils Gras, simplement en modifiant la chambre et en remplaçant la culasse. Ces armes hybrides, qui porteront le double marquage 1866-74, deviendront le symbole d'un État qui recycle son arsenal pour survivre. Cependant, cette adoption officielle n'était qu'une signature sur un rapport ministériel. L'ingénieur avait fait sa part, le ministère avait pris sa décision, et la doctrine de l'armée avait été sécurisée sur le papier. L'attention se tournait désormais vers les villes ouvrières. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, celle de Tulle et le vaste complexe de Châtellerault reçurent des directives sans précédent. Il ne s'agissait plus de fabriquer quelques prototypes pour des essais. Il fallait armer la totalité des forces de la Troisième République en un temps record, tout en gérant simultanément la production d'armes neuves et la conversion frénétique des anciens modèles. L'arme avait trouvé sa place et son nom. Le ministère de la Guerre tenait enfin sa solution de transition. Mais il restait à accomplir un miracle bien plus complexe. Forcer les manufactures d'État à produire cette chimère industrielle par millions et pousser l'outil de production français dans ses ultimes retranchements. L'adoption officielle du modèle 1861 ne marquait pas la fin du défi pour le ministère de la Guerre. Elle en était le véritable commencement. Dessiner une arme de transition dans les bureaux de la commission de Vincennes était une victoire d'ingénieur. La fabriquer par centaines de milliers exigeait un miracle industriel. La France de la fin des années 1870 n'avait plus le droit à l'erreur. Il fallait armer la jeune République. Et il fallait le faire avec une rapidité que les anciennes méthodes d'artisans ne permettaient plus. Le programme d'armement, le vaste processus institutionnel par lequel l'État finançait, testait et organisait l'équipement de ses troupes, se transforma en une mobilisation d'usines sans précédent. Pour comprendre l'ampleur de cette percée, il faut regarder ce qui changeait réellement dans les râteliers des casernes. Le cœur du système Gras résidait dans sa nouvelle munition. La cartouche, l'ensemble indissociable formé par l'étui en laiton, l'amorce, la poudre noire et le projectile de plomb, remplaçaient définitivement l'ancien rouleau de papier combustible. Ce changement matériel n'était pas un simple détail technique, c'était une révolution logistique et doctrinale. Le métal protégeait la poudre de l'humidité des tranchées, des dépôts coloniaux et des camps d'entraînement. Mais surtout, au moment du tir, l'étui en laiton se dilatait sous la pression pour sceller parfaitement la chambre. L'espace interne, à l'arrière du canon, où la munition est logée avant la mise à feu. Cette étanchéité absolue supprimait les fuites de gaz brûlants qui terrorisaient autrefois les fantassins équipés du chasse-peau. Pour gérer cette cartouche métallique, Basile Gras avait redessiné la culasse. La culasse, la lourde pièce d'acier mobile qui verrouille l'arrière de la chambre, ne servait plus seulement à boucher un trou. Elle devenait une machine complexe, équipée d'un extracteur robuste capable d'agripper le culot de l'étui vide pour l'éjecter après le tir. Dans les ateliers, fabriquer cette culasse ne relevait plus du simple ajustage manuel, mais de l'usinage de série. Chaque pièce devait être parfaitement identique pour garantir la sécurité du verrou. Le mécanisme de fermeture qui encaissait la violente pression de la poudre noire. Le bruit de cette révolution résonna d'abord dans les grandes vallées industrielles françaises. À la manufacture d'armes de Saint-Étienne,
Les cadences de production furent poussées à un niveau frénétique. À Châtellerault, le vieil arsenal d'État vit ses effectifs gonfler de manière spectaculaire, attirant des milliers d'ouvriers, de tourneurs, de fraiseurs et de contrôleurs. À Tulle, les forges s'illuminaient jour et nuit. L'État français appliquait d'une pression implacable. Il ne suffisait pas de produire vite. Il fallait produire de manière rigoureusement interchangeable. La standardisation, la volonté institutionnelle de réduire toute variation pour que chaque composant puisse s'adapter à n'importe quel fusil de la même série, devenait la véritable religion des inspecteurs militaires. Si un soldat devait remplacer une pièce brisée sur le terrain, le nouveau composant devait s'insérer sans l'intervention experte d'un armurier. Pour les manufactures, maintenir des tolérances au dixième de millimètre sur des millions de pièces en acier, travaillées par des mains différentes à travers toute la France, tenait de la gageure. Le problème n'était pas seulement de forger du métal. Le problème était de discipliner une armée d'ouvriers pour qu'ils travaillent tous exactement selon le même cahier des charges, sous l'œil sévère des contrôleurs de l'État qui apposaient leurs poinçons sur chaque boîtier de culasse, la structure centrale en acier qui abrite le mécanisme. Le défi industriel était d'autant plus colossal que les arsenaux devaient gérer deux flux de production parallèles et simultanés. D'un côté, il fallait usiner les tout nouveaux fusils Gras modèle 1874, avec de nouveaux fûts en noyer, de nouvelles garnitures et de nouvelles baïonnettes. De l'autre, un immense effort de récupération battait son plein. Des centaines de milliers de fusils chasse-peau revenaient des arsenaux et des dépôts militaires. Ils étaient démontés, inspectés, puis passés sur les établis pour être convertis. Les ouvriers modifiaient les chambres d'origine et installaient les nouvelles culasses métalliques. Ces armes hybrides, frappées du double millésime 1866-74, témoignaient d'une frugalité d'État exceptionnelle et d'une maîtrise impressionnante de la chaîne de montage. Jamais la France n'avait recyclé une arme avec autant d'efficacité. À la fin de l'année 1870, le pays pleurait le manque cruel de fusils. À l'aube des années 1881, les manufactures nationales livraient plus de 2 millions de fusils gras aux armureries de la police, aux casernes de la gendarmerie et aux dépôts de l'armée sur tout le territoire et au-delà des mers. Le système avait fonctionné. L'outil industriel de l'État avait été sauvé de la faillite technique, ses machines-outils avaient été préservées et les chaînes de production avaient accouché d'une machine de guerre robuste. L'arme de transition avait largement dépassé son rôle de solution temporaire pour devenir l'épine dorsale du réarmement national, forgeant la confiance de toute une génération. Mais cette impressionnante démonstration de force institutionnelle cachait déjà une réalité plus fragile. Au début des années 1880, le pari du capitaine Basile Gras et du ministère de la Guerre s'était transformé en un triomphe institutionnel sans précédent. La France ne se contentait plus de survivre à son propre désastre. Elle s'armait avec une frénésie méthodique. Le fusil Gras modèle 1874 n'était plus seulement un expédient technique né dans l'urgence. Il était devenu le visage même de l'infanterie de la Troisième République. Dans l'imaginaire de l'époque, cette arme à répétition manuelle, où le soldat devait manipuler le verrou après chaque tir pour éjecter l'étui vide et insérer une nouvelle cartouche, symbolisait le redressement national, la discipline retrouvée et l'espoir d'une revanche. L'ampleur de la production dépassait tout ce que le pays avait connu. Les manufactures nationales, autrefois paralysées par les incertitudes de l'après-guerre et la crainte de la faillite, tournaient désormais à un rythme vertigineux. À la manufacture d'armes de Saint-Étienne, les immenses marteaux-pilons résonnaient jour et nuit pour forger les boîtiers de culasse. À Châtellerault, le vaste complexe industriel sortait des milliers de canons, usinant les rayures avec une précision que les inspecteurs militaires surveillaient de manière obsessionnelle. À Tulle, les ouvriers assembleurs frappaient le bois des crosses en noyer et l'acier poli de poinçons de contrôle, ces petites marques géométriques, gravées qui garantissaient la conformité absolue aux standards dictés par le ministère. En moins d'une décennie, plus de 2 millions de fusils gras, qu'ils soient usinés à neuf ou issus de la vaste conversion de l'ancien système chasse-peau, inondèrent littéralement les casernes du pays. Le paradoxe de cette époque de gloire résidait dans sa propre perfection. Les ateliers d'État avaient tellement bien optimisé la production de ce fusil coup par coup que l'idée même de financer un nouveau modèle devenait un cauchemar budgétaire impensable pour les parlementaires,
siégeant à Paris. Le système s'était verrouillé de l'intérieur par son propre succès industriel. Cette abondance matérielle transforma profondément la doctrine militaire française. Avant le gras, les régiments souffraient d'une logistique fragmentée et d'un armement disparate. Désormais, un fantassin quittant une garnison parisienne pour rejoindre un fort alpin ou un camp d'entraînement dans le Midi portait exactement la même mécanique, entretenait son arme selon le même manuel rigide et s'approvisionnait aux mêmes caisses de munitions. La baïonnette modèle 1874, avec sa longue lame distinctive en forme de T et sa lourde poignée en laiton, complétait l'ensemble. Fixée au canon, elle donnait au fusil une allonge impressionnante, conçue pour les charges d'infanterie que les théoriciens de la guerre imaginaient encore comme décisives. Les râteliers dans les immenses dépôts de la ligne n'affichaient plus de carence. Ils débordaient d'un acier froid, robuste et parfaitement standardisé. Ce succès institutionnel ne se limitait pas à la seule ligne de front. Le système Gras prouva son intelligence industrielle par sa capacité exceptionnelle à se décliner. Le mécanisme central, si fiable et si parfaitement maîtrisé par les chaînes de montage, fut adapté pour armer toutes les autres forces de l'État. Des versions spécifiques virent rapidement le jour. Le mousqueton d'artillerie, la carabine de cavalerie pour les troupes montées et le fusil de gendarmerie. Dans les armureries de la maréchaussée, dispersées dans les zones rurales les plus reculées de France, le Gras devint l'outil quotidien de l'autorité et du maintien de l'ordre. Chaque gendarme à pied ou à cheval possédait cette mécanique simple, capable d'encaisser la négligence, l'humidité et la poussière des chemins de campagne, prouvant que l'outil industriel d'État avait réussi à équiper chaque strate de la souveraineté. Dans cette France des années 1880, qui voulait désespérément croire à sa résurrection militaire, ce modèle ne représentait pas seulement une arme de dotation. Il représentait la capacité colossale d'un État à se relever de ses cendres, à définir son besoin vital, à le dessiner au millimètre près, à le produire par millions, à le distribuer sur tout son territoire, puis à en assumer l'entière logistique. Le fusil Gras avait unifié les forces armées sur le sol métropolitain et cimenté la confiance de l'institution dans ses propres arsenaux. Mais cette force mécanique, si solidement ancrée dans ses usines de briques et ses dépôts parisiens, allait bientôt devoir affronter une réalité bien différente, loin des frontières de l'Europe. L'histoire institutionnelle du fusil Gras ne s'arrêtait pas aux portes des armureries métropolitaines. Alors que la production atteignait son apogée à la fin de la décennie 1870, la politique de la Troisième République se tourna massivement vers l'expansion impériale. L'armée française, redessinée et rééquipée, fut projetée bien au-delà de l'Alsace perdue. Les troupes de marine, l'infanterie coloniale et la Légion étrangère emportèrent avec elles le modèle 1874 dans les sables d'Afrique du Nord, dans les jungles de Madagascar, au Tonkin et en Annam. C'est sur ces terrains lointains que l'arme allait véritablement prouver la valeur de son usinage et la pertinence de sa conception industrielle. Loin des ateliers climatisés et des dépôts parisiens, les conditions climatiques mettèrent le matériel de dotation à une épreuve impitoyable. La chaleur accablante, l'humidité saturée des moussons et la boue constante testaient l'étanchéité des cartouches métalliques. Le fusil Gras démontra une résilience que les commissions militaires n'avaient osé espérer que sur le papier. Sa mécanique à répétition manuelle, délibérément simple et massive, permettait aux fantassins de démonter la culasse sommairement, au milieu d'un campement de fortune, pour en chasser la poussière et la crasse sans exiger l'intervention immédiate d'un armurier spécialisé. Le canon forgé avec un acier de qualité supérieure et éprouvé sévèrement par les inspecteurs d'État, résistait remarquablement bien à l'encrassement corrosif lié à l'utilisation intensive de la poudre noire. Dans ces campagnes outre-mer, la logistique devenait la clé absolue de la souveraineté. La standardisation imposée avec tant de rigueur aux manufactures de Saint-Étienne, Châtellerault et Tulle prouva ici sa nécessité. Un verrou de rechange envoyé depuis la métropole s'adaptait parfaitement à un boîtier de culasse déjà en service et une baïonnette frappée du poinçon de Tulle se fixait sans la moindre hésitation sur un canon usiné dans la Loire. L'arme ne tombait pas en panne, ou plutôt, le système logistique français était devenu suffisamment robuste pour remplacer la moindre pièce avant que l'unité ne soit fragilisée.
Le rayonnement de ce triomphe industriel dépassa même les frontières de l'Empire. En 1877, l'armée hellénique, cherchant à moderniser ses propres forces, adopta officiellement le système français, commandant des dizaines de milliers de fusils gras aux arsenaux d'État et à l'industrie privée. La France ne se contentait plus d'armer ses propres soldats, elle exportait son modèle industriel et doctrinal. Au milieu des années 1880, l'apogée du système était totale, absolue et incontestée. Le fusil équipait la quasi-totalité des forces sous drapeau français. Des millions de cartouches de 11 mm étaient manufacturées, stockées et distribuées chaque mois, créant un réseau d'approvisionnement colossal qui reliait le ministère de la Guerre aux postes les plus reculés. Dans une France qui voulait désespérément croire à sa souveraineté industrielle, ce modèle ne représentait pas seulement une arme de dotation. Il représentait la capacité colossale d'un État à définir son besoin, à le dessiner, à le produire par millions, à le distribuer sur tous les continents, puis à en assumer la maintenance. Le programme d'armement avait rempli toutes ses promesses politiques et militaires. Il avait sauvé l'outil industriel national, préservé les emplois ouvriers et rendu à l'infanterie sa fierté. Mais cette perfection logistique portait en elle un piège institutionnel redoutable. En ancrant toute l'infrastructure de la nation autour de ce fusil coup par coup de 11 mm, la France s'était préparée de manière optimale pour figer le temps. L'abondance du matériel étouffait l'innovation. Le système fonctionnait si bien que les parlementaires refusaient de financer une nouvelle transition. L'arme avait trouvé sa place et son époque. L'institution derrière elle se croyait invincible. Mais dans l'ombre des laboratoires et sur les pas de tir étrangers, les règles du jeu étaient déjà en train de changer. La première véritable fissure dans l'édifice invincible du système gras ne vint pas d'un ennemi étranger au-delà des frontières, mais des propres arsenaux de la nation, et plus précisément des chantiers navals. En 1878, alors que les manufactures de l'État tournaient encore à plein régime, inondant les casernes métropolitaines de millions de fusils, modèle 1874, la marine française prit une décision discrète, mais d'une portée systémique foudroyante. Elle adopta le fusil Kropatschek pour équiper ses bataillons de fusiliers marins. Le Kropatschek n'était pas un simple fusil à un coup. C'était une arme à répétition manuelle dotée d'un magasin tubulaire. Un long tube logé sous le canon, à l'intérieur du fût en bois. Capable de contenir plusieurs cartouches prêtes à être poussées automatiquement dans la chambre par le mouvement de la culasse. Ce changement de paradigme technique modifiait radicalement la cadence de tir. La marine prouvait sur le terrain, et lors des expéditions coloniales, qu'un soldat équipé d'une arme à répétition possédait une puissance de feu écrasante face à un fantassin qui devait ouvrir sa culasse, chercher une cartouche dans sa cartouchière, l'insérer manuellement dans la chambre, puis refermer l'arme après chaque tir. Pourtant, face à cette évidence balistique démontrée par ses propres troupes de marine, le ministère de la Guerre, responsable de l'immense armée de terre, détourna le regard. Le problème n'était pas un manque de clairvoyance des ingénieurs ou un aveuglement technique des commissions. Le problème était le poids écrasant de la réalité industrielle et budgétaire de la Troisième République. La France venait tout juste de consentir un effort financier titanesque pour effacer le désastre de 1870. Elle avait payé 5 milliards de francs or à l'Empire allemand et englouti des sommes colossales pour transformer l'outillage de Saint-Étienne, Châtellerault et Tulle afin de produire le fusil gras. L'État se retrouvait prisonnier de son propre succès industriel. Demandait aux parlementaires d'approuver le financement d'un nouveau programme d'armement pour remplacer un modèle 1874 qui venait à peine d'arriver dans les râteliers et qui fonctionnait parfaitement, relevait du suicide politique. Remplacer les chaînes de montage, modifier les tolérances, redessiner les machines-outils et jeter des millions de fusils neufs pour passer à la répétition aurait signifié la paralysie financière du pays. Le ministère de la Guerre fit donc ce que toute grande administration fait lorsqu'elle ne peut pas payer pour l'innovation. Il modifia la doctrine pour justifier le retard. Les commissions militaires rédigèrent de longs rapports officiels affirmant que le tir au coup par coup, la caractéristique fondamentale du fusil gras, était supérieure. On expliqua aux généraux et aux parlementaires qu'une arme à répétition pousserait le fantassin au gaspillage, qu'il viderait son magasin sous l'effet de la panique et se retrouverait désarmé au moment crucial de la charge à la baïonnette.
Le coup par coup, affirmaient les théoriciens de Vincennes, favorisait la discipline de feu, la visée précise et le contrôle des officiers sur le champ de bataille. Cette doctrine, martelée dans les manuels d'instruction, n'était pas une vérité militaire. C'était un bouclier administratif conçu pour protéger le budget de l'État. Pendant 8 ans, cette illusion fut maintenue par la force de l'inertie institutionnelle. L'armée de terre continua de s'entraîner avec ses millions de fusils ingrats. Dans les vastes ateliers des manufactures nationales, les ouvriers, les tourneurs et les ajusteurs continuaient de poinçonner les années 1880, 1881, 1882 sur des boîtiers de culasse flambant neufs. Les machines fonctionnaient à la perfection, les tolérances d'inspection étaient respectées à la lettre. Et les dépôts militaires débordèrent de cartouches de 11 mm en laiton. Le fusil gras était au sommet absolu de sa présence physique en France. Mais cette force de standardisation s'était transformée en une dangereuse rigidité. Ailleurs en Europe, les rapports des attachés militaires s'accumulaient sur les bureaux de Paris, indiquant que les autres grandes puissances commençaient, elles aussi, à explorer activement les chargeurs et les magasins intégrés. L'obsolescence ne venait pas d'un défaut mécanique de l'arme. Le gras restait une machine extraordinairement robuste. Son déclin s'amorçait silencieusement parce que l'époque s'accélérait et que le besoin institutionnel d'une cadence de tir massive devenait impossible à ignorer, même pour les défenseurs les plus acharnés du budget national. Le système français était coincé entre un outil de production gigantesque tournant à plein régime pour fabriquer le passé et la certitude que la guerre future exigerait autre chose. L'arme était condamnée non par l'usure, mais par le déplacement irréversible de la technologie mondiale. La France pensait toutefois pouvoir retarder cette transition de quelques décennies, gérant sereinement ses stocks immenses. Mais dans le plus grand secret, une découverte dans un laboratoire de chimie parisien s'apprêtait à détruire le règne du fusil gras. Non pas en 10 ans, mais du jour au lendemain. Lorsque le couperet de l'année 1886 tomba, l'effondrement institutionnel fut absolu. La découverte de la poudre sans fumée, ce choc chimique qui avait secoué les couloirs du ministère, ne se contenta pas d'anéantir la pertinence tactique du lourd projectile en plomb. Elle figea l'immense appareil industriel d'État en plein élan. Terrifié à l'idée d'être technologiquement surpassé, le ministère de la Guerre balaya 8 années d'aveuglement doctrinal et ordonna l'adoption immédiate du nouveau fusil Lebel. L'impact sur les villes ouvrières fut sismique. À la manufacture d'armes de Saint-Étienne, à Châtellerault et à Tulle, les formidables chaînes de montage dédiées au système gras furent stoppées net, plongeant les ateliers dans un silence brutal. Les ouvriers durent abandonner les gabarits de 11 mm du jour au lendemain. Les lourds marteaux pilons qui forgeaient les imposantes culasses du modèle 1874 avec une régularité mécanique depuis plus d'une décennie furent mis à l'arrêt pour être reconfigurés à grands frais. La standardisation colossale, qui avait été la plus grande victoire institutionnelle de la République, se transformait soudainement en un fardeau financier écrasant. Plus de 2 millions de fusils gras se retrouvèrent instantanément déclassés. Ils ne quittaient pas le service actif parce qu'ils étaient défectueux ou usés par les combats. Ils le quittaient parce que l'accélération technologique venait de broyer les prévisions budgétaires de la nation. La doctrine française repoussa le gras vers l'ombre. L'arme fut retirée des unités de première ligne et reléguée dans les immenses arsenaux de réserve. Les fusils furent enduits de graisse épaisse, placés dans des caisses en bois massif et destinés uniquement aux troupes territoriales ou au maintien de l'ordre local. Le système s'effondrait par un remplacement institutionnel implacable. L'État français pensait avoir refermé définitivement ce chapitre industriel, espérant que ces millions d'armes à répétition manuelle ne sortiraient plus jamais de leurs dépôts parisiens ou provinciaux. Mais l'histoire impose souvent ses propres règles, et la pression de la guerre allait offrir au modèle 1874 une survie inattendue et douloureuse. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. La violence inouïe des premiers mois de conflit, la consommation effarante de munitions et les pertes matérielles catastrophiques broyèrent toutes les prévisions logistiques du ministère de la Guerre. La France manquait cruellement d'armes pour équiper la levée en masse de ses citoyens. Face à cette urgence absolue,
la bureaucratie militaire dut ouvrir ses anciens sanctuaires. Le fusil gras, officiellement obsolète depuis près de 30 ans, fut sorti de son sommeil. Il ne fut pas envoyé aux troupes d'assaut chargées de reprendre les tranchées, mais il arma les sentinelles, les garde-voies, les troupes de l'arrière, la gendarmerie mobilisée et les artilleurs. L'arme qui devait incarner la revanche offensive en 1861 se retrouvait à surveiller les gares et les ponts d'une France envahie en 1914. Le besoin de l'État était si désespéré que les manufactures d'État furent contraintes de modifier certaines de ces anciennes reliques pour répondre aux nouvelles urgences tactiques. Dans les ateliers militaires, sous le contrôle strict de l'administration, des ingénieurs d'État entreprirent de lourds travaux de fraisage et de recanonnage pour adapter certains boîtiers de culasse gras afin qu'ils puissent tirer la nouvelle cartouche de 8 mm du Lebel. D'autres fusils subirent des transformations drastiques dans les arsenaux pour devenir des lance-fusées destinées à éclairer le ciel nocturne de la ligne de front. Le système gras prouvait une dernière fois la robustesse incroyable de son acier, recyclé pour survivre au désastre. Ce sauvetage matériel désespéré dépassa même les frontières. La France expédia des centaines de milliers de fusils gras à l'Empire russe, dont l'armée souffrait d'une pénurie tragique, prolongeant le déclin de l'arme jusque dans les neiges de la ligne de front orientale. Mais ce retour inespéré sous les drapeaux n'était qu'un ultime sursis dicté par la panique. À la fin du conflit, en 1918, l'armée française disposait d'immenses surplus d'armes modernes et de fusils semi-automatiques naissants. Le vieux fusil de Basile Gras n'avait plus aucune justification militaire, même pour les unités de réserve. Le ministère de la Guerre prit la décision irrévocable de nettoyer ses inventaires pour de bon. L'époque des cartouches métalliques chargées à la poudre noire était définitivement morte, enterrée dans la boue des Flandres, de Verdun et de la Somme. Les grandes manufactures d'État n'allaient plus jamais produire une seule pièce de rechange pour ce système. La chaîne s'est arrêtée. Le ministère a tranché. La dotation a changé. L'arme a quitté la caserne. Le marquage est resté. L'arsenal est passé à autre chose. Mais si l'histoire militaire du fusil s'achevait ici, son histoire civile allait tout juste commencer. L'histoire du fusil gras ne s'est pas arrêtée avec les circulaires de déclassement du ministère de la Guerre au lendemain de 1918. L'institution devait purger ses inventaires pour faire place aux armes du XXe siècle. Rejeté par la doctrine militaire, le modèle 1874 trouva une résurrection inattendue. L'État décida de liquider cette immense montagne d'acier sur le marché civil pour récupérer une fraction de son investissement. C'est ainsi que, dans les pages épaisses du catalogue de Manu France, la célèbre manufacture stéphanoise de vente par correspondance, le lourd fusil d'infanterie commença sa seconde vie. Pour les grandes armureries civiles des années 1920, le boîtier de culasse du Gras représentait une matière première idéale, d'une robustesse exceptionnelle et surtout extrêmement bon marché. Les archives commerciales de l'époque montrent que d'innombrables fusils furent modifiés en usine. Les canons rayés furent alésés, raccourcis ou remplacés pour tirer des cartouches de chasse à plomb, souvent en calibre 24, 20 ou 16. Ces transformations purement industrielles, réalisées par des ateliers professionnels pour répondre à une demande rurale, transformèrent l'outil de la revanche nationale en un simple instrument agricole. L'arme qui devait défendre les frontières de l'Est face à l'Empire allemand se retrouva accrochée au-dessus des cheminées dans les fermes de la Creuse, de l'Ardèche ou de la Bretagne, servant à chasser le petit gibier, à effrayer les rôdeurs ou à protéger les troupeaux. Ce déplacement spectaculaire du monde militaire vers le monde paysan créa le paradoxe ultime de cette arme de transition. Pendant des décennies, bien après que l'armée française et les commissions de Vincennes l'eurent totalement oublié, le mécanisme du capitaine Basile Gras continua de fonctionner de manière silencieuse dans les campagnes. Il devint le fusil de braconnier par excellence, l'arme du grand-père, transmise de génération en génération jusqu'à ce que les anciennes munitions en poudre noire deviennent impossibles à approvisionner. Même dans les lointaines colonies, des surplus furent vendus aux colons et aux chasseurs locaux, prolongeant l'écho de ce système bien au-delà de sa date de péremption institutionnelle.
Mais à mesure que le XXe siècle avançait, cette présence rurale s'estompa à son tour. Les fusils furent relégués dans les greniers, abandonnés à la rouille sous les toits de tuiles ou détruits. Ce n'est qu'avec l'émergence d'une véritable culture de la préservation historique que l'objet retrouva sa signification originelle. Aujourd'hui, pour comprendre la véritable ampleur de ce programme d'armement, il ne faut plus chercher dans les granges, mais dans les cartons d'archives du service historique de la Défense à Châtellerault. Là, des kilomètres de dossiers, de plans industriels jaunis et de rapports d'inspection racontent non pas la balistique d'un projectile, mais l'angoisse budgétaire d'une nation vaincue en 1870. Ces documents prouvent que chaque vis, chaque ressort, chaque millimètre d'acier avait fait l'objet d'un débat national. Le fusil gras est aujourd'hui jalousement préservé par une communauté discrète de conservateurs de musées, d'archivistes et de collectionneurs d'armes historiques démilitarisées. Ces passionnés ne voient plus dans cet acier un instrument de violence militaire, mais un document industriel en 3 dimensions. Ce qui survit dans ces collections, ce n'est pas seulement un mécanisme à répétition manuelle obsolète. C'est la trace d'un État qui a dû apprendre, dans l'urgence absolue, à standardiser sa propre survie. Pourquoi ce vieux fusil à un coup importe-t-il encore historiquement aujourd'hui? Parce qu'il représente le pont institutionnel exact entre 2 époques absolues. Il est l'ultime perfection de la poudre noire avant que la chimie moderne ne vienne tout balayer en 1886. Il incarne le moment précis où la France a compris que la victoire ne dépendait plus seulement du courage des fantassins ou de l'audace des généraux, mais de la capacité des immenses manufactures d'État à reproduire la même pièce métallique des millions de fois, avec une précision implacable. Le fusil gras n'était pas l'arme la plus révolutionnaire de son siècle, mais il a été la machine de transition providentielle qui a sauvé l'outil industriel national de l'effondrement. Aujourd'hui, les immenses manufactures qui l'ont forgé ont pour la plupart disparu, victimes des restructurations de la fin du XXe siècle. Les ateliers d'État de Saint-Étienne et de Châtellerault ne résonnent plus du bruit assourdissant des marteaux-pilons frappant l'acier incandescent. Les cheminées de briques ont cessé de fumer depuis longtemps. Pour retrouver cette époque figée de souveraineté industrielle, il faut se rendre dans les galeries silencieuses du musée de l'Armée, aux Invalides à Paris, ou au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Derrière une épaisse vitrine de verre, sous une lumière froide et calculée, le lourd boîtier de culasse d'un modèle 1874 repose sur son présentoir. Le métal est devenu sombre, le bois de noyer est marqué par le frottement du temps, mais le marquage de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, profondément gravé dans l'acier de la culasse, reste parfaitement lisible, comme si l'immense usine venait seulement de se taire. À très bientôt pour la prochaine histoire.